Donc j'invite Marjorie Paillon de France 24 à monter sur scène, Jean-Claude Guinosi de Quant et Gilberto de Livestorm. Merci infiniment, messieurs, prenez place avec distanciation physique, mais certainement pas sociale, parce qu'on va se poser plein de questions, évidemment, ici, pour cette troisième, que dis-je, partie du France Digital Day au Quai d'Orsay, puisque je suis ravie de vous avoir sur cette question, mais c'est quand même une question qu'on se pose depuis, allez, une bonne vingtaine d'années, et j'ai l'impression d'être très âgée en disant ça. Halt to Google. Comment trouver des alternatives aux GAFAM, à Google en particulier, puisque c'est notamment l'objet de vos services à chacun d'entre vous. Est-ce que c'est nous qui radotons ou est-ce qu'on n'a toujours pas trouvé une solution valable, Gilles? Alors moi je répondrais quelque chose, enfin je rends à César ce qui est à César. Henri Verdi a quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans la discussion de tout à l'heure qui dit que l'alternative c'est pas forcément faire un concurrent qui fasse la même taille que Google. L'alternative c'est proposer une solution, proposer juste une alternative au sens premier du terme, et donc pallier en fait un système qui est monopolistique. C'est fondamentalement le problème, il est là. Aujourd'hui, je pense qu'en Europe, on a des alternatives. On a Quant est une alternative, Livestorm est une alternative, il y a plein d'autres alternatives, et je pense qu'on est vraiment dans la bonne voie. Alors, est-ce qu'en 2030, on aura ce débat encore une fois, et de savoir est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on est vraiment dans la bonne voie, ça c'est sûr et certain. Alors, Quant, c'est vrai que Jean-Claude, chez vous, ça fait très longtemps quand même qu'on travaille cette question, qu'on la martèle, qu'on est pétri de souveraineté, d'envie justement d'indépendance en matière de tech européenne et de trouver cette fameuse alternative, cette fois-ci, sur le search. C'est vraiment un cheval de bataille. C'est compliqué quand même de se battre sur la question du search. Mais surtout, avant d'aborder cette question, vous êtes dans ce costume de CEO depuis janvier 2020. C'est une année, un baptême du feu, si je veux dire. Par exemple. Oui, c'est absolument ça. La bataille du search, c'est nécessairement une bataille au long cours, long terme, puisqu'on parle d'investissements très importants, considérables, puisqu'on doit être très clairement à la pointe de la technologie, que ce soit sur l'IA, la NLP. On doit être capable d'amener les meilleurs résultats possibles à nos utilisateurs. Et c'est vrai que le benchmark ou la concurrence est âpre, difficile, avec des positions clairement de trust que l'on combat, que mon prédécesseur, que je salue, a combattu pendant des années. Et qui est avec nous. Ici présent. Et je pense que tout simplement, oui, on est sur une bataille long terme qui nécessite des moyens, de l'énergie, de la volonté, et puis de toujours mettre au centre de nos préoccupations l'utilisateur. Ouais. Et je pense que la bataille avant la part de marché, c'est la bataille de l'audience. Et l'audience, pour réussir sur un moteur de recherche, ça peut être qu'une audience à minima européenne. On peut être forcément un moteur de recherche qui va chercher 5, 10, 15 millions d'utilisateurs mensuels en France, mais on n'aura rien réussi. Donc la bataille elle est européenne et je suis complètement dans la ligne de ce qui a été dit précédemment. C'est une bataille européenne et United Nations. Donc c'est vrai que dans le capital de Quant, il y a des Européens. Il y a Axel Springer qui a été un des premiers investisseurs qui a suivi la vision des cofondateurs. Et à ce titre-là, c'est remarquable. Mais on a besoin qu'il soit sur la distance, que d'autres arrivent et qu'on puisse mettre, je dirais, une puissance de frappe européenne pour gagner l'audience européenne. Il n'y a qu'en passant par l'audience qu'on arrivera à prendre des parts de marché à Google. Donc l'échelon européen, c'est le bon. On va revenir dans une seconde à l'expérience utilisateur puisqu'elle est fondamentale pour convertir justement des utilisateurs à devenir justement adeptes de vos services. Il faut quand même des trésors d'imagination pour les sortir des services dont ils sont captifs déjà. Mais je voudrais juste revérifier un chiffre avec vous. Vous brûlez toujours 1 million de cash par mois. C'est ça ce que ça demande de l'utilisation massive d'équipes en data science, d'équipes en recherche en intelligence artificielle pour améliorer constamment le service et le search? Je pense que le chiffre n'a pas beaucoup de valeur quand on voit les investissements qu'est capable de déployer Google ou d'autres moteurs de recherche, puisqu'on parle de Google évidemment qui a 90% de parts de marché en Europe et qui doit avoir une puissance de frappe déjà de plusieurs dizaines de milliers de développeurs, d'ingénieurs, quand on est simplement une petite centaine. Donc on a l'obligation de faire bien et de faire, d'être concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire mettre une alternative crédible, je n'ai pas dit un concurrent direct, une alternative crédible entre les mains du public.
Et oui, nécessairement, ça nécessite des moyens humains et des talents. On parlait aussi de talents. C'est important de garder les talents en France, peut-être d'aller les chercher aussi ailleurs en Europe. On parle avec pas mal d'universités, de plateaux de recherche. Voilà, on parle avec le CEA List à Saclay, qui a des chercheurs assez remarquables. Si on n'est pas tout seul, ça sera peut-être plus facile. Il y a des pôles de recherche, développement très importants en Europe. Peut-être qu'il faut passer par ça aussi pour aller concurrencer Google. Ce développement et cette croissance, ça, vous venez de le vivre, justement, Gilles. Je vais rappeler juste quelques chiffres. C'est vraiment la success story des usages pendant le Covid. Livestorm, c'est 500 000 utilisateurs connectés sur vos solutions partout dans le monde pendant le confinement, parmi lesquels Cédric O et la BPI. On parlait de commandes publiques tout à l'heure. Merci. Exactement. Et même ce chiffre, il faut le revoir à la hausse parce que ça, 500 000 euros, c'était début mars. On est monté, on a fait x3, 1,5 million à un moment donné en avril. Donc ça a été... pour résumer en un seul chiffre, en grosso modo, on a triplé la base client et nos chiffres d'affaires en l'espace de 2 mois et demi, ce qui a été assez colossal, avec tous les ennuis que ça peut évidemment représenter. Mais il y a eu un effort colossal que je salue de toutes les équipes justement pour scaler, comme on dit, toutes ces... Non, vous m'entendez, ouais. Et que pour scaler cette partie-là. Donc c'était un... Voilà, on a été garant de la distanciation sociale pendant un certain temps, c'était assez cool. Aujourd'hui, ça continue et c'est tant mieux pour nous, quoi. Mais ouais. Une montée en charge, si je ne m'abuse, qui a notamment été opérée par un acteur qui s'appelle AWS. Il n'y a pas du Amazon là-dedans? Si. Oui, effectivement, mais ça fait... C'est toujours le débat, devoir trancher entre des choix très pragmatiques de fonctionnalités et les idéaux, c'est toujours un peu la même chose. Après, on a le mérite d'avoir tout qui est basé en Europe. On a fait un point d'honneur à ce que toutes les données soient basées en Europe, encore heureux. Mais effectivement, je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire de ce côté-là, effectivement. Michel Paulin est dans la salle, si vous voulez lui demander un devis pour OVH. On se parlera. On est comme ça chez France Digital, si on peut aider. La vraie question qui se cache derrière cette petite pique, vous l'aurez bien compris, c'est de se demander si c'est crédible, c'est possible aujourd'hui de proposer des solutions 100% basées sur des techs françaises. On peut toujours rêver, mais européennes au moins. C'est possible d'avoir une solution de bout en bout pour un utilisateur qui soit basée que sur des techs qui sont faites ici dans ce continent, ou c'est illusoire? C'est une bonne question. Honnêtement, de plus en plus, parce qu'il y a clairement, il y a quelque chose qui a émergé qui est assez intéressant. Alors, sur le marché webconférence en tout cas, parce que c'est un marché qui était très mature outre-Atlantique pré-Covid, qui maintenant est beaucoup plus en Europe. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont émergé en tout cas sur ce marché-là, qui proposent des vraies alternatives maintenant à Zoom et consorts et même à nous, parce que voilà, on n'est pas non plus les seuls en Europe. Aujourd'hui, construire une solution, construire un software basé sur d'autres softwares ou avec en tout cas d'autres providers qui sont européens, ouais, ça commence à venir très bon. On a des exemples, on a OVH, on a plein d'outils qui permettent, on a en France des solutions qui permettent de gérer de la vidéo. Il y en a qui existent. Il n'y a plus que AWS, il n'y a plus Talkbox, Nextmo, Vonage, etc. qui sont les grands acteurs américains. Aujourd'hui, on a des vrais acteurs de la vidéo qui permettent de faire ça en Europe. Et ce n'est pas exclu qu'un jour, on s'y mette aussi. Donc, ça commence à se consolider. Il y en avait un petit peu de retard, mais il y a eu en tout cas cet épiphénomène, ce phénomène du Covid, en tout cas, a accéléré grandement les choses à ce niveau-là. Et si aujourd'hui, vous deviez rechallenger vos prestataires, est-ce qu'à concurrence égale, AWS contre OVH, vous feriez un choix souverain? C'est une très bonne question. Et je ne peux pas vous donner une réponse comme ça de but en blanc, bien évidemment, mais effectivement, je pense qu'on rebenchmarkerait plus en détail les choses. Aujourd'hui, c'est clairement, et évidemment, Jean-Claude, je vous inclus dans la proposition de réponse, c'est clairement un choix qui se pose en tant que CEO, en tant que fondateur ou cofondateur d'une boîte numérique dans l'écosystème européen, de se dire, OK, je vais jouer le jeu et je choisis, dans les solutions que je vais proposer, que des choses que je vais plugger sur des techs de confrères européens, ou français, ou allemands, ou italiens. Je pense absolument. Quant s'est positionné très tôt comme une alternative différenciante, souveraine, donc ce serait dommage de ne pas parler à l'écosystème français, à la tech française. Après, je pense qu'il faut toujours partir. Encore une fois, je suis obligé de refaire simplement ce constat, c'est qu'on a besoin de délivrer les meilleurs services possibles. Donc, lorsqu'on fait un choix, on est obligé de regarder ce qui se passe sur le marché pour délivrer la promesse. Si on est capable de le faire à peu près de manière équivalente avec une promesse française, une base technologique française, il faut y aller, il n'y a pas de doute.
Et il y a plein de très bons exemples. On parlait, est-ce que les acteurs européens, français sont capables de créer des plateformes globales, planétaires. On a l'exemple de VLC, on n'en parle pas souvent, mais Jean-Baptiste Kempf a fait un truc incroyable, quoi, avec un demi-milliard d'utilisateurs. Voilà, oui, c'est possible, il faut y croire. Ça peut être très compliqué, très coûteux selon les marchés. Je ne voudrais pas avoir l'impression d'avoir des espèces de focus comme ça, mais quand même, j'en reviens à la question du cloud, par exemple. Quand le Health Data Hub, alors ok, institution française qui héberge les données de santé françaises, choisit Microsoft pour héberger ces données, tout le monde crie à la polémique absolue. Quand c'est un acteur de l'économie privée, ça ne pose pas de problème. Je pense que le sujet, encore une fois, c'est quel champ de manœuvre on se donne, sur quoi on investit, et voilà, est-ce qu'on a la solution qu'on veut pour délivrer un produit. C'est encore une fois, c'est le même argument. Je pense qu'on peut utiliser des plateformes américaines, des plateformes diverses et variées, qui permettent d'être un tremplin pour devenir indépendant, pour construire sa propre technologie. Et je pense que il n'y a pas de honte à dire qu'on a appris énormément avec un partenaire qui s'appelle Bing pour Microsoft. On apprend pour délivrer, pour s'améliorer, pour devenir indépendant. Et je pense que l'opposition de dire va des rétros, il ne faut surtout pas. Moi, je suis plutôt dans une approche qui est assez, je dirais, pragmatique, de dire comment on fait pour y arriver, comment on fait pour aller gagner les parts de marché et l'audience dont on a besoin. Voilà, on a passé des accords avec Huawei, c'est pas le diable. Huawei, c'est 60 millions d'utilisateurs en Europe. C'est ce qui m'intéresse. Comment je les adresse et comment je reste souverain dans ma technologie, ce qui est core pour mon produit. On est ici au Quai d'Orsay. Évidemment, je ne vous contredirai pas en vous disant que le pragmatisme, c'est la langue vivante numéro 1 des diplomates. J'ajouterais à ça qu'en fait, il y a aussi le cours de la confiance a un peu explosé pendant le Covid, et du coup, forcément, non seulement il y avait une exigence de confiance au préalable qui était de dire, oui, il me faut une garantie de disponibilité, et du coup, en temps d'incertitude, il faut que vous soyez disponible. Donc, il y a une exigence d'efficacité qui, du coup, impose parfois des choix qui sont pragmatiques, qui ne sont pas forcément les choix souverains, mais du coup, qui sont des choix pragmatiques. Et dans un deuxième temps, il y a aussi une exigence de transparence qui a été complètement exacerbée, ce qui fait que, certes, on peut effectivement avoir des tremplins, et je suis complètement d'accord avec ça. À partir du moment où on est capable de dire à nos clients, de façon transparente, c'est comme ça que ça se passe. On a fait le maximum dans ce qu'on pouvait faire en faisant la balance avec les choix pragmatiques pour être sûr de vous délivrer la meilleure expérience possible à tous les niveaux, que ce soit idéologiquement ou que ce soit fonctionnellement parlant. Parce qu'aujourd'hui, les questions de privacy, évidemment, et ça, on le sait depuis l'entrée en vigueur du RGPD notamment, mais pas que, ces questions de privacy, c'est un argument réel de vente et de choix pour les utilisateurs. La sécurité est devenue vraiment une fonctionnalité. La privacy est vraiment devenue une fonctionnalité à part entière. C'est assez incroyable. Simplement, il y a des exemples très concrets. La BPI qui utilisait Microsoft Teams, il y a des organes étatiques qui utilisaient Zoom, etc. Et donc tout ça a été changé parce qu'il fallait justement un impératif de privacy, parce que certaines choses étaient opaques, parce que certaines choses n'étaient pas forcément en alignement avec les guidelines entre guillemets de ces acteurs-là. Donc nous, on s'est positionné en partie comme ça. C'était pas forcément une volonté, c'est juste que dans notre ADN, c'était aussi comme ça. On a été transparents et ils ont fait leur choix en bonne conscience. Alors, si l'échelle européenne, c'est la bonne, il y a quand même des projets qui fonctionnent. Je vais reciter nos amis d'OVH, décidément, je vous cite beaucoup ce soir, messieurs, puisque cette annonce, elle vient de tomber il y a à peine 24-48 heures, que dis-je. Les premières pierres vraiment de Gaia X, le vrai projet de cloud européen, viennent d'être posées, avec pour équipe OVH et T-Systems, si je ne m'abuse. Ça veut dire que sur certaines briques tech, on peut y arriver. Absolument, je suis quelqu'un de convaincu là-dessus. Ouais. La complexité qu'on a parfois en Europe, c'est-à-dire c'est pour bâtir les briques de l'édifice, c'est beaucoup plus complexe qu'aux États-Unis. Pour avoir travaillé longtemps dans ma carrière pour des groupes américains, la décision est beaucoup plus rapide, immédiate, y compris pour bâtir des alliances. Lorsqu'on doit bâtir malheureusement des alliances en Europe qui font sens, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, et parfois il y a de la dispersion. C'est ce qui a fait que certains projets sont mort-nés ou des projets n'ont pas pu aboutir par des problèmes de complexité, et c'est la difficulté qu'a l'Europe. On revient un peu à la question de la régulation de tout à l'heure. Tout à fait, absolument. Est-ce que, et je sens qu'il va falloir conclure incessamment sous peu ce débat parce que le temps est très compté ici au Quai d'Orsay, si on refait de façon un peu caricaturale, j'avoue,
la carte des écosystèmes. Qu'on se dit qu'on a, d'un côté de l'Atlantique, des États-Unis qui ont toujours innové, qui continueront à innover, même s'ils commencent à prendre un petit peu de plomb dans l'aile, si j'ose dire, en tout cas d'un point de vue de la régulation, et où ils ont affaire à des États qui les ont hébergés, qui les ont vus naître et qui commencent à vouloir les réguler de façon massive. Que de l'autre côté de la planète, on a un autre type d'écosystème asiatique avec plein de façons d'innover différentes parce que plein de régulations asiatiques différentes, mais qui commencent quand même à nous poser de certaines questions en matière d'innovation. Et puis nous, au milieu, l'Europe, qui finalement reste campée sur nos positions, qui s'appellent les valeurs, messieurs, dames. Est-ce que des valeurs, ça permet d'innover pour de vrai ? Moi, je pense que sous la contrainte, tout est relatif, hein, mais Il l'a dit, sous la contrainte. sous la contrainte, qui est de se dire, une contrainte qui est de la positive, qui est de se dire, ok, comment on reste droit dans nos bottes, émergent aussi parfois des idées. C'est sous la contrainte que naît la créativité, et je pense qu'on a réussi à développer un truc qui est assez intéressant en Europe, en France aussi, c'est que plutôt que de faire le bulldozer à l'américaine, on est assez adepte des frappes chirurgicales et on est assez efficace. Aujourd'hui, on a littéralement peut-être 1% du budget marketing de Zoom, et pour autant, on est capable d'être beaucoup plus présent que sur certaines régions d'Europe. Donc je pense que clairement, il y a une efficacité européenne qui est là, quoi. Jean-Claude ? Moi, je pense que sur certains enjeux qui sont globalisés comme les operating systems, on a une vraie problématique. C'est quand un operating system comme Android couvre 60% des smartphones dans le monde, les combattre, c'est très difficile. Donc je pense que lorsqu'ils couvrent 60% des besoins planétaires, il faut réguler. Il faut forcer à ce que le système soit mis à disposition de l'intérêt global et pas l'intérêt simplement d'une plateforme. Et c'est la problématique qu'on a avec Google. Il y a une alternative qui s'appelle iOS. On a vu que Huawei avait annoncé HarmonyOS. Est-ce qu'ils arriveront ou pas malgré les milliards, les possibilités? On n'en sait rien. Ça va être très compliqué à bâtir un store avec plusieurs centaines de millions d'applicatifs. Je pense que la bataille est gigantesque. Et si l'Europe, entre le sandwich sino-américain, n'arrive pas à exister sur des plateformes qui impactent 400 millions d'habitants, je pense qu'à un moment, il faut réguler. Il faut donner l'opportunité à d'autres écosystèmes de se greffer dessus. C'est ce qu'a fait de manière très maligne Android avec l'open source, mais simplement la partie qui les intéressait sur l'open source. Les licences restent Android et ils décident quand même de faire ce qu'ils veulent. Une régulation opportuniste donc. En conclusion, car il va bientôt falloir s'arrêter, si on refait le même débat dans un an, vous êtes sûr que notre How to Google, ça ne va pas s'appeler How to Huawei ? C'est à nous de décider aussi comment on veut travailler, avec qui, et je pense qu'il vaut mieux avoir How to Google, to Huawei, to Apple. Donc Apple qu'avoir que How to Google only. C'est bon, du monopole. Merci messieurs, merci à vous. Et nous cédons la place en distanciation physique au suivant.